Cet épisode vous propose la captation de mon intervention au What the Club le 16 novembre dernier. C'était au Nouvel Odéon, juste avant la projection de Peau d'âne de Jacques Demy. Bonne écoute. Merci beaucoup Pauline. Et merci Élise, merci de m'avoir réinvitée. Je suis ravie de revenir au Nouvel Odéon et de participer au What the Club. Et surtout de vous parler des costumes de ce film. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez découvrir le film aujourd'hui. Je vois qu'il y a des enfants et je me réjouis pour vous si c'est la première fois que vous voyez Peau d'âne. Et puis peut-être que comme moi, vous n'aviez jamais vu le film sur grand écran. Et donc je pense qu'on va se régaler. Élise, tu me disais que c'était une très belle copie en plus. Alors moi, je vais vous parler un petit peu des costumes du film parce que moi, j'ai créé, je m'appelle Céleste Touboul-Durante déjà et j'ai créé le podcast qui s'appelle Profession costumière il y a 6 ans. L'idée de ce podcast, c'était de rendre hommage à des femmes parce que c'est à plus de 80% des femmes qui créent les costumes et qui sont des métiers de l'ombre que je trouve passionnants, fascinants, à la fois très techniques mais aussi des métiers éminemment artistiques. Et donc j'ai eu la chance d'interviewer une quarantaine de créatrices de costumes et dans mes interviews, je pose toujours la question: est-ce qu'il y a des costumes qui vous ont marqué dans votre carrière, qui vous ont inspiré? Et je ne vais pas vous surprendre, je pense, en vous disant que le film qui est le plus revenu à cette question, c'est Peau d'âne. Donc c'est vraiment une joie pour moi de vous parler de ces costumes aujourd'hui. Alors, je vais vous parler notamment de cette femme, mais on va la revoir très bientôt. Elle s'appelle Jytte Magrini. Et avant ça, je voulais vous proposer juste de resituer un peu le film Peau d'âne dans la carrière de Jacques Demy. Jacques Demy, c'est le réalisateur de Peau d'âne. Je trouve que c'est important de comprendre où arrive le film dans sa filmographie. Voilà ses longs métrages principaux, Lola, La Baie des Anges, et puis en 63, Les Parapluies de Cherbourg, qui a remporté la Palme d'Or. Donc là, on est vraiment à la consécration de sa carrière. Et puis juste après, il revient avec un grand succès commercial qui est Les Demoiselles de Rochefort, critique aussi. Donc vous voyez qu'il a déjà plusieurs fois travaillé avec Catherine Deneuve, qui l'a un peu révélé avec Les Parapluies de Cherbourg. Et puis ensuite, rupture. Jacques Demy et Agnès Varda partent avec leur fille, Rosalie Varda Demy, à Los Angeles, aux États-Unis, à la fin des années 60. Donc on est en plein Woodstock, en pleine révolution culturelle. Ils vont être très inspirés de manière différente, Agnès Varda et Jacques Demy, par ce Los Angeles hippie. Agnès Varda, je vous en montrerai une tout à l'heure, va faire un film et va aussi prendre beaucoup de photos. Et Jacques Demy, quant à lui, va décider de réaliser un film qui s'appelle Model Shop, que vous avez peut-être vu, et où on retrouve en fait sa toute première héroïne, Lola, donc Anouk Aimée, dans de nouvelles aventures qui se passent à Los Angeles. Et là, pour le coup, c'est un film qui, j'allais dire qui fait un beat, c'est un peu violent, en tout cas qui n'a pas un grand succès critique ni public. Et là, c'est le moment où sa productrice des Parapluies de Cherbourg et des Demoiselles de Rochefort va revenir le voir et lui dire: et si tu réalisais, et si tu mettais en scène un conte de fées? Elle va lui proposer de mettre en scène Peau d'âne. Et je voulais vous dire ça en amont parce que je trouve que c'est important de comprendre où il en est dans sa carrière. Il est déjà auréolé d'une Palme d'Or, il a eu un beau succès critique. En même temps, il a vécu aux États-Unis et vous allez le voir, cette fin des années 60, la culture hippie, les États-Unis vont beaucoup l'inspirer pour Peau d'âne et il a besoin en quelque sorte de revenir un petit peu avec un film qui peut-être va rencontrer un public plus large. Donc ensuite, il va se mettre à préparer Peau d'âne. Quand il était petit, Jacques Demy, il avait un théâtre de Guignol et il montait plein de pièces et notamment Peau d'âne, c'est un conte qu'il a toujours beaucoup affectionné. Il va s'entourer d'une équipe de fidèles, par exemple Michel Legrand qui va, on les entendait tout à l'heure, signer la musique magnifique du film, des très belles chansons que vous connaissez sûrement. Et puis, il va briefer pour les costumes. Et là, il va dire ces mots que je trouve importants. On doit sentir les matières des tissus, brocart, paillettes, diamants, voiles, cristaux, perles, simples mais de couleurs vives. Illustration enfantine, plus proche de Disney que du bon goût, ou plus Disney que Gustave Doré. Et ça, je trouve que c'est très important comme manière d'appréhender le costume, d'appréhender le bon et le mauvais goût. Et ce brief-là, il va le donner à un homme qui s'appelle Agostino Pace. Agostino Pace, il est né à Tunis, il a étudié aux Beaux-Arts de Tunis et puis ensuite aux Beaux-Arts de Paris, la lithographie notamment. Ensuite, il est parti à Venise peindre et quand il revient à Paris, il décide de se spécialiser dans le théâtre. Il travaille pour une compagnie de théâtre à Paris pendant 5 ans dont il crée surtout les décors. À l'époque, ça se faisait beaucoup dans les années 60-70 de passer des décors aux costumes de manière beaucoup plus fluide qu'aujourd'hui. Et donc il reçoit ce brief et il a dit cette chose que je trouve assez incroyable et qui donne un peu le ton du film. Il aurait répondu à Demy:
on va tout mélanger, on s'en fout, on s'amuse. Et je pense que c'est une des lignes directrices du film et vous allez notamment beaucoup retrouver ça dans les costumes. C'est quelque chose que je vais évoquer à plusieurs reprises et on peut se demander pourquoi les costumes sont encore aussi cultes aujourd'hui. Il y a eu plein de contes de fées qui ont été mis en images, mais Podane, il y a quelque chose de très particulier qui fait particulièrement rêver. Je vous disais, les créatrices de costumes que j'ai interviewées, il n'y a aucun film qui revient autant comme inspiration que Podane. Et je crois que ce grand mélange, cette grande liberté fait partie des raisons pour lesquelles ces costumes sont si chers à notre cœur, à nos cœurs. Alors un des partis pris, vous allez le voir hein, dans les costumes, c'est 2 couleurs de famille royale. Le rouge, le bleu, il y a Michel Pastoureau qui parle très bien de l'histoire de ces couleurs qui sont emblématiques. Le rouge d'un côté, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la rébellion, de la révolution. Le bleu, c'est la couleur par excellence de la monarchie, ça l'a été pendant des siècles. Et là encore, il y a à la fois ce côté, on est ancré dans une histoire et en même temps, vous le voyez sur cette photo scindée en deux, les figurants ont littéralement été peints. Ils ont accepté pendant des heures qu'on leur peigne le visage, parfois le torse, vous verrez pour certains personnages. Et là, je trouve qu'encore une fois, on est aussi très ancré dans notre époque. On est quelques années après les portraits en 3D d'Yves Klein, qui s'est amusé à faire des portraits de ses amis avec des bustes qui sont recouverts de bleu. Et je trouve qu'il y a une référence quand même très directe à ça ici. Et puis là, je vous montre des petits croquis pour avancer vers les robes, notamment de Podane. Et donc voilà, il a mis 2 semaines à dessiner des croquis magnifiques, Agostino Pace. En voici quelques-uns. Le costume du roi, le costume, la robe couleur de lune et puis le prince tout en rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que Agostino Pace est ensuite parti. Il était engagé sur plusieurs projets. Il avait d'autres décors à créer et donc il a donné la main à une femme qu'on va retrouver tout de suite après. Il a aussi laissé des consignes. Alors par exemple, on retrouve là donc le personnage du roi. Suivant les exemples des contes de fées, le roi est habillé tantôt à la mode de Charlemagne, tantôt à la mode de la Renaissance. Ça reprend bien ce que je vous disais tout à l'heure sur on mélange tout. Le roi, un petit mot, hein, est interprété par Jean Marais. Dans les grandes références de Jacques Demy, un de ses films de chevet, il y a La Belle et la Bête de Cocteau, où Jean Marais tient un double rôle, avenant d'une part et la bête, le prince de l'autre. Et donc c'était très important pour lui que Jean Marais se retrouve à nouveau dans son conte de fées à lui, cette fois-ci dans le rôle du père. Et Jean Marais a dit cette jolie chose, il a dit si j'étais milliardaire, je ne tournerais plus, mais j'aurais quand même tourné ce film parce qu'il était très touché par l'hommage de Jacques Demy à Cocteau. Et voici un petit document que je trouve intéressant, c'est la liste des costumes numérotés. Et moi, je me suis souvent demandé pourquoi, donc moi j'adore les costumes, hein, vous le voyez, je m'intéresse beaucoup plus de manière générale aux costumes portés par les femmes que les hommes. Et là, je pense que j'ai quand même un élément de réponse. Rien que pour la princesse, il y a 10 costumes. Le roi, il en a 3. Et c'est des crescendo comme ça. Donc là, dans le film, vous le verrez, on a quand même tendance à plus regarder les costumes de la princesse parce que tout simplement, déjà, elle en a beaucoup plus. Donc voilà, notre cher Agostino Pace a fait sa liste et il va passer la main à Gite Magrini qui va se charger de donner vie à ces croquis, de créer les costumes. Je voulais vous dire quelques mots sur cette femme qui est une costumière italienne et je ne sais pas si c'est possible de se réincarner, mais si on peut, moi j'aimerais bien me réincarner en Gite Magrini. Je vais vous montrer l'incroyable carrière qu'elle a eue. C'est une femme qui a traversé les années 60-70 dans le cinéma italien et français et pas des moindres, vous allez voir. Je passe rapidement, mais pour vous donner une idée, en fait elle était actrice, elle a joué dans La Notte d'Antonioni, ils se sont très bien entendus et donc il lui a proposé de créer les costumes de l'Éclipse. Donc c'est sa première réalisation de costumes, pas des moindres, suivie par Le Désert rouge. Et ensuite, elle arrive en France, elle va travailler avec Rivette, donc là c'est la religieuse, avec Godard, notamment pour La Chinoise. Elle va créer les costumes de ce film Manon 70, c'est la première fois qu'elle va travailler avec Catherine Deneuve. L'ours et la poupée, avec des costumes incroyables pour Brigitte Bardot. L'enfant sauvage de Truffaut, donc vous voyez qu'elle gravite quand même dans des cercles assez proches hein, déjà de Demy, de Catherine Deneuve. Et là, c'est les films qu'elle a fait avant Podane. Qu'est-ce qu'elle a signé comme costume après? Encore une fois, c'est non exhaustif, mais pour vous dire, ça n'arrive qu'aux autres, avec encore Deneuve et Mastroianni. Deux Anglaises et le continent de Truffaut, Lisa, qui réunit à nouveau Catherine Deneuve et Mastroianni. C'est vraiment la costumière qui a habillé quasiment tous les films où le couple est réuni. Le dernier tango à Paris, La Grande Bouffe,
Un film qui est considéré comme un film raté de Demy, que moi personnellement j'aime bien, l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, encore avec à la fois Deneuve et Mastroianni qui sont réunis. Donc voilà un aperçu de la filmographie incroyable je trouve de cette femme, Jit Magrini. Et donc elle se retrouve à donner vie au magnifique croquis d'Agostino Pace. Comment elle a fait? Elle a travaillé avec 2 ateliers, un en France, un en Italie, des ateliers d'excellence. La personne qui dirigeait l'atelier en France venait des ballets russes. Et je voulais vous raconter notamment une petite anecdote sur la robe couleur de temps. Vous allez les voir, on dit souvent que dans sa vie, on a des costumes préférés au fur et à mesure de sa vie. Donc je ne sais pas quelle robe vous préférez en ce moment. Moi, je trouve la robe couleur de temps assez fascinante et elle a une histoire intéressante, c'est qu'elle a été fabriquée dans une matière très précise qui s'appelle le Scotch-Light et en fait, c'est de l'écran de cinéma tout simplement et enfin ou pas parce qu'il fallait quand même y penser et cette robe en fait est suivie toutes les scènes où on a tourné avec la robe couleur de temps, elle est suivie par un projecteur qui va diffuser directement sur la robe des nuages, un ciel en mouvement. C'est assez fou, je trouve, comme idée, comme créativité et en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose, en fait, de très, métaphorique sur ce que c'est qu'un costume de cinéma et de tous nos rêves, qui se reflètent sur cette robe. Donc je trouve que c'est une très jolie histoire. Là, c'est très poétique, mais quand même, j'ai aussi découvert des choses très concrètes et très pragmatiques. C'est que les robes pesaient entre 25 et 28 kilos. Donc c'est magnifique à voir à l'écran. C'était pas très agréable pour Catherine Deneuve et donc il y avait une personne dont le rôle était de la suivre avec un tabouret pour qu'elle puisse s'asseoir entre les scènes. En plus, elle raconte, ils ont tourné au château de Chambord avec des escaliers très étroits. C'était vraiment pas évident, c'était l'été, il faisait très chaud et vous imaginez entre 25 et 28 kilos sur le dos, c'est voilà, c'est pas des plus confortables. L'affiche japonaise du film que j'aime bien parce qu'elle met vraiment en avant justement cette robe couleur du temps recouverte de nuages. Et puis, là, voilà, on est dans la splendeur, on est dans des robes, qui ont fait rêver, des générations et des générations. Et de l'autre côté, on a la peau d'âne. Et je trouve que ça montre bien la complexité, du cinéma de Jacques Demy. C'est que d'un côté, il a fait les robes les plus belles, les plus spectaculaires, qu'on ait vues, presque. Et de l'autre côté, pour la peau d'âne, il était catégorique. Il voulait une vraie peau d'âne, il voulait qu'on aille la chercher à l'abattoir. Et je trouve que ça va bien aussi avec la complexité, des contes et de l'univers de Demy. C'est qu'on passe de quelque chose de très dur, de très, animal, radical, à quelque chose d'extrêmement, poétique et fantastique. Et je trouve que vous le verrez, il y a des scènes où vraiment on enchaîne, entre la peau d'âne et la robe couleur de soleil et ça dit bien, voilà, ce 360° que va traverser l'œuvre. Et puis on a la fée lilas, donc la fée lilas elle change de couleur, mais comme son nom l'indique, elle reste surtout lilas. C'est un personnage qui a été développé, beaucoup dans le film par rapport au conte. Il en a fait un personnage il y a souvent des femmes un peu cruelles, un peu malicieuses dans les films de Demy et là la reine, la fée lilas en est une. Elle a un agenda, secret qu'on découvre à la toute fin du film. Et ça m'a amusée parce que vous l'avez vu, Demy lui-même cite, l'univers de Disney comme référence et moi, je sais vous me direz si ça vous parle aussi, mais j'ai quand même repensé à, La Belle au bois dormant, qui est un de mes Disney préférés personnellement, qui date du début des années 60 et où, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a une grande, dispute entre les fées qui, d'un coup de baguette en effet, ne sont jamais d'accord sur est-ce que la robe doit être bleue ou verte, pardon, bleu ou rose. Moi j'étais très déçue personnellement parce qu'elle termine bleue et j'adore le rose, donc je voulais qu'elle termine rose. Mais en tout cas, vous allez le voir, la fée lilas, elle se joue quelques années plus tard au cinéma, du même jeu pour changer de couleur assez régulièrement. Le lilas, traditionnellement, c'est une couleur qu'on associe à la magie parce qu'elle est pas très claire, elle est assez ambiguë et donc ça va bien avec la magie. Et puis, j'y reviens, mais c'est un film qui est aussi ancré dans son époque. Donc je vous partage quelques photos de tournage que j'affectionne beaucoup. La première, c'est, Catherine Deneuve qui fume, tranquillement une cigarette sur le plateau. Ça me rappelle beaucoup le mois dernier, on parlait des costumes de Marie-Antoinette. Il y a plein de photos un peu cultes, du tournage de Marie-Antoinette avec, je ne sais pas si vous les avez vues, Kirsten Dunst et Jason Schwartzman en train d'écouter de la musique avec un Mac, Kirsten Dunst en train de fumer des cigarettes. Bah, des années avant, on a ce cliché-là. On a les visites de François Truffaut, sur le plateau, qui était très ami avec, Demy, qui commençait, je crois, à fréquenter, Catherine Deneuve à cette période. Et puis, on a Jim Morrison, vous le savez peut-être, mais, Jim Morrison était un grand ami, d'Agnès Varda et donc il est venu aussi sur le plateau et donc là, je trouve qu'on voit bien ces mondes, qui se rejoignent et sans que ça soit détonnant, mais par contre, c'est unique.
Et je voulais vous montrer aussi une image intéressante sur la coiffure. Je dérive un peu, mais on peut pas vraiment parler de costume sans parler de maquillage et de coiffure. Et mise côte à côte de 2 clichés que je trouve, très révélateurs. Donc à gauche, vous avez, Catherine Deneuve dans une des coiffures qu'elle va avoir pendant le film, où elle porte, une tresse, comme ça. Et à droite, vous avez une très belle photo prise par Agnès Varda, je vous en parlais, lorsqu'il vivait à Los Angeles. Donc vraiment la coiffure hippie classique. Et en fait, dans les traits dans la coiffure de cette princesse, elle a un petit côté princesse des années 70 aussi. Donc voilà, des illustrations de comment la période s'est aussi invitée dans le film. Et puis, je voulais vous dire quelques mots sur Rosalie Varda Demy, qui est à gauche avec sa maman et puis qui pose seule après. Donc, c'est la fille d'Agnès Varda et de Jacques Demy. Elle avait 12 ans au moment du tournage et elle dit qu'elle a passé un des plus beaux étés de sa vie parce que c'était les vacances scolaires et donc elle a eu des super vacances scolaires. Elle les a passées sur le tournage. Elle était figurante. Et elle a beaucoup marché dans les pas de Jit Magrini. Elle a eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec elle, de toucher aux costumes, de créer quelques costumes même de Souillon elle-même. Elle dit que c'était la plus gâtée des figurantes. Et elle a décidé d'en faire son métier parce qu'elle est devenue Rosalie Varda, costumière ensuite, avant de se consacrer à l'œuvre, au patrimoine de ses parents. Et elle a été très active dans cette exposition que peut-être certaines d'entre vous ont vue à la Cinémathèque. C'était en 2013. Et vous y voyez une photo des robes. Alors, ce ne sont pas les robes d'origine, car malheureusement, ces robes ont été... Alors, on ne sait pas exactement si elles ont été détruites, enfin, elles ont disparu ou elles ont été retrouvées dans un état catastrophique, mais en tout cas, elles ont été très mal conservées. Si ça vous intéresse, il y a un épisode de Profession costumière avec Charline Carrère qui s'occupe de conserver les collections de la Cinémathèque. La Cinémathèque française, ils ont plus de 3500 costumes, hein, c'est une collection incroyable. Et c'est très compliqué de conserver des vêtements parce qu'il il y a des questions d'humidité, de lumière, de température très précises, donc ça coûte aussi très cher. Et malheureusement, à l'époque, on connaissait moins, on faisait moins attention aussi à la préservation des costumes. Et donc, les robes originales n'existent plus. En revanche, pour l'exposition, les robes ont été recréées et c'est un processus intéressant parce que quasiment à l'identique, mais il n'y avait pas de document à part le film. Donc, ils ont revu le film dans tous les sens, les croquis d'Agostino Pace que je vous ai montrés et la mémoire de Catherine Deneuve qui les a portés. Et donc, de là, ils ont pu recréer ces costumes avec des points intéressants, des bijoux par exemple qui ont été pris, qui sont des diamants, enfin des faux diamants du Moulin Rouge des années 70. Enfin, ils ont essayé de coller au plus près. Et donc, les robes ont repris vie et celles-ci sont bien conservées. Voilà, Rosalie Varda a aussi co-signé un très beau livre, Il était une fois Podane, où vous pouvez vraiment retrouver tous les coulisses de ce tournage qui avait l'air extrêmement joyeux et heureux. Et puis je voulais finir par vous montrer quelques exemples qui nous montrent comment Podane continue à inspirer des créateurs dans des formes artistiques assez différentes, assez variées. Ici, c'est Van Cleef& Arpels qui a sponsorisé l'exposition de la Cinémathèque française et le livre et qui, juste après l'exposition, donc en 2014, a dévoilé à la Biennale des Antiquaires des pièces de haute joaillerie qui sont vraiment inspirées par les costumes du film. Vous reconnaissez notamment les robes. Ils ont aussi fait la baguette de la Félila. Et puis Jacques Mus, alors moi j'ai pas trouvé ça évident, mais Jacques Mus dit qu'il est directement inspiré, c'est sa collection Le Chouchou, c'était un très beau défilé à Versailles, vous l'avez peut-être vu, où les personnes qui ont eu la chance d'assister au défilé étaient sur des petites barques sur l'eau. Et ça c'est une robe directement hommage à la robe couleur de lune, et surtout le défilé entier s'est fait sur la musique de Podane de Michel Legrand, donc qui montre bien l'inspiration. Et c'est aussi ces robes donc qui sont quand même une grande image, de la féminité, de la performance de la féminité. Donc c'est des robes qui ont beaucoup inspiré aussi, l'univers drag et donc 2 exemples ici avec la Drag Race, donc là c'était vraiment, l'été dernier en juillet 2025 et c'était Mama Vita qui a recréé et c'est assez incroyable, il y a des vidéos, qui existent, qui a recréé avec, Isadora Gamberetti, la robe, couleur de soleil. Quelques années avant, il y a Paloma, qui a aussi, retravaillé, la robe, de la Félila, cette fois-ci avec 30 mètres de taffetas et quand même, 350 000 strass qui ont été posées à la main. Donc voilà, c'est des costumes qui continuent beaucoup à inspirer, à faire vivre et puis, je vous le disais,
Les costumières que j'ai interviewées m'ont beaucoup parlé de l'inspiration de Podane et je trouve qu'il y a un film qui est assez évident à mon sens là-dessus, que vous avez peut-être vu, que j'adore, qui est Pauvres créatures. Et donc ça, c'est des costumes qui ont été primés aux Oscars, signés par Holly Waddington. C'était en 2023 et je vous ai mis côte à côte des photos. Je n'ai pas lu de citation d'Holly Waddington qui en parle directement, mais je trouve que c'est assez évident dans ces manches immenses. Dans ces gammes chromatiques et donc vous voyez la robe de mariée à gauche, on retrouve la robe de mariée de Podane au-dessus. Aussi un côté très organique, si vous l'avez vu aussi l'affiche de Pauvres créatures, on ne sait pas si c'est du tissu des costumes ou son corps, sa chair et je trouve que ces manches-là de Podane vont dans ce sens et voilà, vous voyez en termes de travail, de gamme colorimétrique, il y a des choses très évidentes. Donc voilà, c'est je pense un film qui continuera à nous inspirer, très longtemps. Il y a aussi quelque chose que je n'ai pas dit, mais pourquoi les robes de Podane nous fascinent, c'est quand même le brief, on va dire, de départ de Podane, c'est de demander à son père des robes impossibles, parce qu'elle ne veut pas qu'il puisse lui offrir et donc je pense que c'est pour ça elles sont exceptionnelles, de fait, parce qu'elles ne sont pas censées exister et pourtant à chaque fois, il y arrive. Et pour vous laisser, une petite citation de Jacques Demy qui, comme je vous le disais, raconte: «Quand j'étais petit, j'avais un guignol où je montais Cendrillon, Podane et les contes d'Anderson. J'ai essayé de réaliser Podane exactement comme je l'imaginais alors et je voudrais qu'après avoir vu le film, les enfants puissent rêver à leur aise». Donc il y a plusieurs enfants ici, j'espère que vous allez rêver et pour les adultes aussi, je vous souhaite, de rêver à votre aise et je vous souhaite une très bonne projection. Merci de votre écoute. Merci au cinéma indépendant parisien et au Nouvel Odéon pour leur accueil chaleureux. Le What the Club proposera d'autres séances autour de la mode et du cinéma cet hiver, et j'aurai la joie d'en animer quelques-unes. Suivez Profession Costumière sur Instagram pour ne rien manquer.